Bonjour à tous, vous êtes sur i24 News, c'est l'heure du grand dossier de la semaine de Midi Ensemble et cette semaine nous nous attaquons au bilinguisme. Il s'agit d'une situation où un individu parle couramment deux langues. Alors à l'heure d'une génération mondialisée, plus possible de faire abstraction de ce phénomène. Les impacts sont multiples, les études, les échanges, le travail ou bien encore le rapprochement des populations. Nous verrons qu'Israël ne déroge pas à cette règle. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Dr Michael Wolf. Bonjour, vous êtes pédiatre, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous parler des effets du bilinguisme sur le cerveau, notamment le cerveau des jeunes enfants. J'ai le plaisir également de recevoir un professeur de langue de l'Université de Jérusalem, Cyril Aslanov. Bonjour. Linguistique, merci d'être là aujourd'hui. Et puis notre journaliste, Caroline Amoyal. Bonjour Caroline, c'est vous qui avez investigué pour nous depuis de longues semaines sur ce dossier. Et derrière son ordinateur, évidemment Marianne Bougrin qui attend vos questions. Elle interviendra en direct tout au long de cette émission. N'hésitez pas à lui envoyer vos commentaires à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran actuellement. Vous le savez, Midi Ensemble, c'est avant tout votre émission. Restez avec nous et n'hésitez pas à nous écrire, on adore vous lire. Alors en Israël existe de fait une coexistence entre deux langues officielles, l'hébreu et l'arabe, tandis que l'hébreu est rendu obligatoire dès l'âge de 8 ans pour les élèves arabes. Eh bien l'arabe, lui, doit être enseigné pour les élèves juifs dès l'âge de 10 ans. Si chaque communauté étudie dans son coin l'apprentissage de ces langues, l'organisme Hand in Hand fait office d'alternative avec 7 écoles bilingues sur le territoire, dont la plus ancienne à Jérusalem. Cet organisme cherche en priorité à rapprocher les communautés par la communication en utilisant évidemment l'outil pédagogique. Caroline Amouyal, vous êtes rendue dans cette école. On va regarder votre reportage et on en parle après. Créée en 2004 dans le village arabe israélien de Kfar Kara, à 34 km au sud-est de Haïfa. L'école bilingue de Wadi Hara accueille élèves de 6 à 12 ans, de l'école maternelle à la fin de l'élémentaire. 250 élèves y sont scolarisés chaque jour, parmi eux 110 élèves juifs et 140 élèves arabes venant de la ville et de ses environs. J'aime mon école. Je parle anglais. Mon père est anglais et ma mère israélienne. Mon père est arabe et ma mère est juive. Nous aimons beaucoup voyager et nous rendre dans le jardin de l'école, même quand il n'y a pas cours. Une institution qui mise sur l'ouverture pour la plus grande fierté de son directeur. Nous ne sommes pas une école sélective. N'importe quel élève qui souhaite nous rejoindre peut le faire. Nous avons de nombreuses inscriptions, nous avons une très grande liste d'attente, spécifiquement des élèves arabes. Nous avons des critères très clairs sur l'intégration de nos élèves, sur la structure des classes. Nous recherchons essentiellement à obtenir un nombre égal d'élèves juifs et arabes, et entre filles et garçons. L'école est rattachée au ministère israélien de l'Éducation, mais son financement est double. Il est effectué par des subventions, mais également par des frais de scolarité et des donations privées récoltées par l'organisme Hand in Hand. 28 professeurs assurent l'enseignement. Tous doivent répondre à des qualités d'écoute, d'ouverture et de dialogue. Vous ne verrez jamais ce genre de personnes, ce genre de professeurs dans d'autres écoles en Israël. Parce que ce sont des leaders, ils changent Israël, ils changent la société, ils viennent ici avec de fortes convictions. Ils aiment les gens, ils aiment l'humanité. Ils viennent ici avec plein d'espoir et de souhait. Le programme scolaire dépend du ministère de l'Éducation. À la différence des autres écoles en Israël, le bilinguisme, l'enseignement des religions monothéistes et l'éducation civique ont été ajoutés pour l'ensemble des écoles bilingues. Les professeurs suivent une formation de bilinguisme et de co-enseignement, notamment sur comment relater deux récits dans un univers multiculturel. Le cours Torah et Coran en est l'illustration même. À destination des élèves du CP, il se passe en compagnie de 2 professeurs référents. L'un parle arabe et l'autre hébreu. Objectif du jour, parler de la mosquée et la semaine prochaine, place à la synagogue. Nous essayons de ne pas nous traduire mutuellement. Je parle hébreu et arabe, et elle aussi. Nous mélangeons les langues. Parfois, ils confondent les mots, mais ils vivent comme ça. Ça leur va. Dans cette classe, nous enseignons l'arabe parlé pour les 6-7 ans. Ils n'apprennent pas l'arabe littéraire car c'est plus difficile que l'arabe parlé. Notre but est qu'ils communiquent entre eux.
L'école assure également des cours d'apprentissage de l'arabe littéraire en présence cette fois-ci d'un seul professeur. Un cours essentiel pour le corps professoral. Bien que bilingue arabe-hébreu, l'école cherche avant tout à renforcer l'apprentissage de l'arabe à destination des élèves juifs. Dès l'âge de 8 ans, ce n'est pas un problème car les élèves arabes apprennent l'hébreu plus vite et mieux que les élèves juifs qui apprennent l'arabe. Car nous vivons dans un pays où la première langue officielle est l'hébreu. Tous les citoyens connaissent l'hébreu, parlent l'hébreu, apprennent l'hébreu. Les parents de nos élèves, tous parlent très bien l'hébreu. Mais les parents des élèves juifs ne connaissent pas l'arabe, sauf ceux qui viennent d'Irak ou d'Iran. Dans ce pays, nous ne pouvons vivre qu'avec l'hébreu. Cette différence dans la connaissance des langues rend le pourcentage d'élèves bilingues inéquitable. À la fin de leur cursus, les élèves arabes deviennent plus rapidement bilingues que les élèves juifs. Je sais parler, mais un peu seulement. Pour remédier à ce problème, le Parlement israélien a voté il y a quelques jours un projet de loi imposant l'enseignement de l'arabe dès la maternelle dans l'ensemble des écoles israéliennes, soit 4 ans plus tôt que l'actuel programme. Proposé par le député du Likoud, Oren Hazan, le projet de loi a été voté à l'unanimité. Cette initiative a été saluée par l'organisme Hand in Hand. Je pense qu'il s'agit de l'une des décisions les plus intelligentes de ces dernières années sur cette problématique entre juifs et arabes, citoyens d'Israël. Parce que nous croyons profondément que peu importe le langage de l'autre côté, il s'agit du point de départ pour comprendre l'autre, pour être connecté à lui, avoir un dialogue avec lui. Le texte doit être désormais étudié par une commission avant le vote final. Alors il faut savoir que cette école, c'est une expérience pédagogique qui est très rare. Il y a très peu d'écoles bilingues en Israël arabe-hébreu. Par contre, dans le reste des écoles, l'enseignement de l'arabe est obligatoire pour les enfants israéliens juifs avec des résultats quand même assez médiocres. Caroline, est-ce que c'est ce que vous avez pu observer dans cette école? Alors, je ne dirais pas que le résultat est médiocre, mais il est vrai qu'à la fin de leur cursus, les élèves juifs israéliens ne savent pas bien parler arabe. Par exemple, j'ai assisté à un cours de mathématiques qui se faisait en arabe et les élèves juifs israéliens comprenaient la professeure, mais ils répondaient aux questions en hébreu. Donc en matière de bilinguisme qui s'attache plus au parler qu'à la compréhension, on ne peut pas dire qu'ils sont bilingues, mais ils sont en passe de le devenir. Docteur Wolf, on l'a vu dans le reportage, les enfants sont scolarisés finalement dans un univers bilingue jusqu'à l'âge de 12 ans. Pourtant 12 ans, c'est un âge charnière pour l'apprentissage des langues. Pas vraiment, je pense que l'âge charnière pour l'apprentissage des langues, c'est plutôt 6 à 8 ans. Ce qui est important dans ce qu'on a vu dans le reportage, c'est ils ont un enseignement donc en arabe et en hébreu, c'est ce qu'on appelle le cadre formel, où ils vont apprendre la structure des phrases, le vocabulaire, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est ce qui est en dehors de ce cadre, le cadre informel, donc la famille, les amis, les activités. Et c'est peut-être pour ça qu'on retrouve une différence entre les Arabes et les enfants qui parlent l'hébreu et les enfants qui parlent arabe. Parce que, effectivement, les enfants qui parlent arabe, on vit dans un milieu où on parle plutôt l'hébreu, donc en plus de facilité dans la communication. Alors justement, Cyril Aslanov, votre définition à vous, plus académique du bilinguisme, c'est quoi ? Il est très rare qu'il y ait un bilinguisme absolument symétrique où les deux langues seraient au même niveau. Les spécialistes du bilinguisme du point de vue, n'est-ce pas, surtout de la psycholinguistique, mais aussi de la linguistique didactique, parlent toujours d'une langue 1 et d'une langue 2. Et entre la langue 1 et la langue 2, il y a ce qu'on appelle l'interlangue. Et langue 1 veut bien dire ce que ça veut dire. C'est la langue premièrement apprise, et la langue 2 est la langue apprise en second. Il est très rare de trouver quelqu'un dont, par exemple, les deux parents seraient de langues différentes et qui parlerait au même niveau les deux langues, parce que le fait même que l'une des langues est la langue paternelle et l'autre la langue maternelle entraîne déjà une dissymétrie. On ne se définit pas tout à fait de la même façon par rapport à sa langue maternelle et par rapport à sa langue paternelle. Donc vous voyez, moi j'insiste beaucoup sur la dissymétrie entre les deux langues connues par le bilingue. Alors justement, un enfant bilingue, est-ce que son cerveau fonctionne de la même manière qu'un autre enfant, docteur Wolf? Dites-nous. Alors, il existe des techniques depuis quelques années qui permettent cette fois de visualiser au niveau du cerveau, presque on va dire visualiser le langage. Par exemple, l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique, l'IRM fonctionnelle. Et donc, on peut voir, par exemple, il y a eu des tas d'études là-dessus, qu'un enfant qui est monolingue va activer une certaine région du cerveau. Un enfant qui est bilingue, d'un bilinguisme qu'on appelle précoce, peut activer la même région, alors qu'un enfant qui est un bilingue plus tardif va en activer une autre. Donc on voit que l'apprentissage de la langue est important. D'autres études intéressantes, on voit par exemple chez les Japonais,
chez qui les petits enfants japonais qui ont une formation intensive en anglais, eh bien on va vérifier, voir un petit peu leur niveau de substance grise avant et après. On voit que la substance grise a été développée chez ces enfants qui ont eu un apprentissage intensif de l'anglais. Et puis ils ont été revus quelques semaines plus tard, après cette formation. Ceux qui ont abandonné la pratique quotidienne de l'anglais, eh bien leur substance grise est redevenue, on va dire, à l'état antérieur. Et ceux qui ont continué à développer, cette substance grise a continué à se développer. Tout ça pour dire que le cerveau d'un enfant a une extrêmement bonne plasticité et donc est propre à l'apprentissage de plein de choses, dont les langues. En tous les cas, Cyril Aslanov, on l'a vu dans le reportage, c'est vrai que l'arabe et l'hébreu, ce sont des sonorités, des structures qui sont très proches. Est-ce que c'est plus difficile, par exemple, pour les russophones ou bien pour les francophones en Israël d'apprendre la langue? Alors, je voudrais corriger un peu ce que vous avez dit. L'hébreu moderne, tel qu'il est prononcé aujourd'hui par la majeure partie de la population israélienne, n'a pas les mêmes sonorités que l'arabe. Ce sont des structures sous-jacentes qui sont très semblables. On aurait pu prononcer l'hébreu d'une manière beaucoup plus proche que l'arabe, mais les dynamiques de l'immigration qui a fait que la plupart des fondateurs du pays venaient de Russie font qu'aujourd'hui on prononce l'hébreu langue sémitique comme une langue européenne. Donc du point de vue des sonorités, ce n'est pas du tout la même chose. Du point de vue des structures sous-jacentes, en revanche, ce sont des langues extrêmement proches. Et on n'a pas trop de difficultés à passer de l'hébreu à l'arabe, encore moins de difficultés à passer de l'arabe à l'hébreu, parce que l'arabe est une langue plus franchement sémitique que l'hébreu. L'hébreu a subi beaucoup de modifications, beaucoup d'européanisation. Donc en général, un arabophone a plus de facilité à acquérir l'hébreu qu'un hébréophone l'arabe. Vous parlez maintenant des Russes et des Français. Alors, pour ce qui est des Russes, tout dépend de l'âge où les gens arrivent. La Aliyah des années 90 a fait arriver en Israël des gens qui étaient déjà quadragénaires, quinquagénaires, voire sexagénaires, des gens qui avaient une position dans l'ancienne Union soviétique et qui se sont retrouvés disqualifiés par leur non-connaissance de l'hébreu. Or, ils venaient d'un pays où, malgré la pluralité des langues qui y étaient pratiquées, l'Union soviétique, il y avait une seule langue hégémonique. Et les russophones méprisaient cordialement et ceux qui parlaient d'autres langues et les langues elles-mêmes. De sorte que pour un individu d'âge mûr qui arrivait en Israël dans les années 90, il y avait une quasi-impossibilité à apprendre une langue que les russophones n'arrivaient pas à prendre au sérieux. En revanche, leurs enfants ont acquis la langue avec une rapidité extrême, puisque tout simplement ils étaient malléables et tout jeunes quand ils sont arrivés en Israël. Beaucoup sont nés en Israël. Et on assiste aujourd'hui, dans la jeune génération des Russes, à quelque chose qui est dramatique du point de vue de la langue russe. La langue russe s'est érodée. Les jeunes Russes, entre guillemets, ne sont pas capables de dire une seule phrase en russe sans y coller des mots hébreux. Leur accent est déplorable. Et à moyen terme, on assiste en fait à un recul drastique du russe qui peut se targuer d'avoir 1 200 000 locuteurs aujourd'hui, mais je ne gâche pas des décennies à venir. Alors on parlera des francophones un petit peu plus tard, mais si vous voulez, on va rejoindre tout de suite Marianne pour les questions aux téléspectateurs. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Nous venons de recevoir une question de Myriam et Richard qui sont venus s'installer en Israël il y a 2 ans avec leurs enfants. Ils nous disent qu'ils continuent de parler français à la maison, mais depuis quelque temps, leurs enfants ne parlent qu'en hébreu entre eux, ce qui provoque évidemment un réel décalage à la maison. Alors, à votre avis, comment doivent-ils gérer ce type de situation? Michael. D'abord, que ces enfants parlent hébreu à la maison, c'est tout à fait normal, puisque l'hébreu va devenir, s'il ne l'est pas déjà pour ces enfants, la langue prédominante. Donc, de manière inconsciente ou involontaire, ils vont parler entre eux en hébreu. Maintenant, pour que ce décalage ne se fasse moins ressentir de cette famille, je pense que c'est le rôle des parents de continuer à leur parler en français. On parle en français à la maison et hébreu à l'extérieur. Et pourquoi pas de leur faire écouter de la musique en français, de la télévision, sans exagération, en français. Et puis, pourquoi pas, après, des cours de français. Exactement. Allez, Marianne, une autre question téléspectateur. Oui, alors une mère de famille qui habite depuis peu de temps à Tel Aviv envisage de mettre son enfant dans une école bilingue. Mais elle se demande s'il sera à l'adolescence suffisamment fort en hébreu pour pouvoir intégrer une université israélienne. Qu'en pensez-vous ?
Alors, de votre expérience, Dr Wolf, vous avez vu des enfants comme ça arriver puis pouvoir intégrer ensuite une université israélienne? Oui, il n'y a aucun problème, parce que d'abord l'école est bilingue, et puis ils ne vivent pas à l'école. Ils vont se faire des amis, qui évidemment sont des amis qui parleront hébreu, auront des activités en hébreu, vont éventuellement avant l'université faire leur armée en hébreu, et donc une fois qu'ils arriveront à l'université, auront tout le bagage nécessaire pour bien étudier. Alors Caroline, on dit que les enfants qui parlent comme ça deux langues, finalement, font une acquisition du langage bien plus tardive. Est-ce que c'est vrai? Alors apparemment non, il y a des études qui montrent qu'apprendre deux langues ne retarderait pas le développement du langage. Donc à ce titre, les enfants qui sont exposés à deux langues, à partir de 1 an, ils commencent à prononcer leurs premiers mots au même titre que les autres. Par contre, c'est vrai que c'est habituel qu'ils puissent mélanger, qu'il n'y ait pas les mêmes forces dans chacune des langues, c'est-à-dire qu'ils ont un vocabulaire plus développé pour une langue que pour une autre. Mais c'est tout à fait normal, et c'est aussi possible qu'il y ait un mélange entre les deux langues. On l'observe aussi, Caroline. Vous restez avec nous à midi ensemble, évidemment, ça va continuer. Michael Wolf, merci de votre présence aujourd'hui. Dans une seconde partie, nous allons suivre le parcours de Jean-René. Il est retraité, il a décidé de faire son alias, c'est-à-dire de venir en Israël il y a 4 ans. Et malgré les années, il continue à prendre des cours. Mais faut-il faire de son cas une réalité? L'apprentissage de l'hébreu est si difficile pour tous les Français. Élément de réponse avec David Zana qui va nous rejoindre en plateau. A tout de suite. Et vous êtes sur i24 News. Si vous venez de nous rejoindre, notre grand dossier est consacré aujourd'hui au bilinguisme. Après un focus sur la population locale, nous allons maintenant nous intéresser à la population internationale en Israël et plus particulièrement à vous, chers téléspectateurs, en tant que Français. Comment vivez-vous l'apprentissage de l'hébreu en Israël? Le jugez-vous utile, du moins pour trouver un job, ou bien tout simplement pour vous intégrer dans la société israélienne? Alors pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Avi-Zana. Avi-Zana, bonjour, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes directeur de l'AMI, c'est l'Alia et meilleure intégration, Alia qui signifie immigration en Israël, avec 7000 nouveaux immigrants francophones enregistrés l'année dernière et le double attendu pour cette fin d'année. Les Ulpan, à comprendre cours intensifs d'hébreu, on le vend en poupe. Le challenge de l'Ulpan n'est pas réservé qu'aux jeunes, il est également très prisé par les retraités. Désireux de s'installer en Israël, à un âge avancé, l'apprentissage de l'hébreu devient beaucoup plus problématique, a fortiori lorsque l'on est français. Alors apparemment, les Français sont connus pour leur difficulté à apprendre les langues. Regardez. Il est 8h30 à l'Ulpan de Neve Tzedek. Comme chaque jeudi, Dina Goldstein donne un cours généraliste aux élèves du niveau Dalet. Il s'agit du 4e niveau d'apprentissage de l'hébreu, l'un des plus avancés de l'Ulpan. Ici, la plupart des étudiants n'ont pas en deçà de 50 ans. C'est le cas de Jean-René. À 64 ans, ce retraité établi à Tel Aviv n'a pas eu peur de reprendre cahiers et crayons pour apprendre une nouvelle langue. Je vois à quelle vitesse mes enfants ont appris l'hébreu et je vois à quelle vitesse mes petits-enfants ont appris le français. Il faut faire dire qu'il y a effectivement l'âge pour beaucoup. Et il y a également quelque chose qui est très important, c'est l'apprentissage, l'environnement, la classe, le professeur, la directrice, etc. Cela fait maintenant 4 ans que Jean-René a rejoint sa femme et ses enfants dans le cadre d'une alia familiale. En cas de nouvelle immigration, l'agence juive prévoit un Ulpan intensif de 5 mois à raison de 25 heures par semaine. Mais si, après toutes ces années, Jean-René est toujours sur les bancs de l'Ulpan, c'est parce qu'il juge que ses objectifs n'ont pas encore été atteints. Le dernier niveau, en tout cas pour moi, c'est celui de la lecture et des journaux. Prendre un journal israélien et puis rentrer dans un article, ça représente encore une difficulté et ça la représentera encore quelques années, je pense. Je me suis retrouvé, à cause de mon hébreu débutant, il y a 4 ans, à Sarnin au lieu de Sarné, et qui n'a rien à voir. J'ai acheté 4 kilos de sel au lieu de 4 kilos de sucre pour faire mes confitures, etc. Voilà, donc dans la vie de tous les jours, c'était très... ça passe. Avec l'Ulpan de Gordon, l'Ulpan de Neve Tzedek est l'un des plus francophones de Tel Aviv. À raison de 60 à 70% d'élèves français, difficile pour les professeurs d'échapper aux idiomes propres à la langue de Victor Hugo. Je crois que les Français, parfois, ils ont honte, ils ont peur de parler des langues étrangères. Et aussi, quelque chose que moi je trouve dommage, c'est essayer trop... pas faire des fautes. C'est un sort de perfectionnisme que je trouve qui a peut-être un perfectionnisme culturel,
Malgré tout, l'Ulpan enregistre de bons retours de la part de ses anciens élèves qui parviennent à communiquer au bout de quelques mois de cours. Les élèves français, eux aussi, ne dérogent pas à la règle. Je pense que les élèves français sont de bons éléments. Ils sont très motivés, la plupart d'entre eux sont très sionistes. L'hébreu est lié à cela. Ils ont de bonnes habitudes d'apprentissage. Beaucoup parlent une autre langue, ce qui aide beaucoup, bien que l'hébreu ne ressemble à aucune langue européenne par la grammaire. Mais vous savez, leur motivation, leur volonté d'intégrer la société israélienne les aide. Nous n'avons pas à nous plaindre d'eux. Depuis septembre 2011, l'école a ouvert des ulpans spécialisés pour les étudiants qui, à l'inverse de Jean-René, souhaitent s'intégrer professionnellement en Israël. Caroline, sympathique ce Jean-René. Dites-moi, c'est pas simple de revenir sur les bancs de l'école à cet âge-là? Ah non, c'est pas simple du tout, surtout qu'ils partent avec des handicaps par rapport aux jeunes enfants. Eux sont moins réceptifs aux nouvelles informations, leur mémoire peut leur jouer des tours et ils prennent moins l'accent de la langue du pays que les enfants. En revanche, leur maturité leur permet d'être plus aptes à apprendre une nouvelle langue. Ils ont les outils pour apprendre et ils font aussi des associations d'idées. En fait, ils savent retrouver la racine dans chacun des mots, ce qui leur permet de faciliter la signification, en fait, de les aider pour la signification. Dites-moi, monsieur Zana, est-ce qu'on peut arriver à apprendre l'hébreu plus vite que lui? Parce que des cas comme Jean-René, on en connaît plein. Pourtant, on vante les mérites de l'Ulpan. C'est pas simple quand même. L'hébreu, comme on l'a dit, ne ressemble à aucune autre langue, surtout pour des Français qui, aussi un petit peu comme les Russes, comme vous l'avez dit dans le précédent reportage, ont l'habitude de se contenter de leur langue, même s'ils ont des connaissances dans des langues étrangères. Et donc je crois que le grand problème fondamental, c'est la prise de conscience de la nécessité d'apprendre l'hébreu en venant en Israël. Mais les Français, vous trouvez pas qu'ils restent un petit peu trop entre eux, Caroline? C'est vrai qu'on leur reproche d'être trop entre eux, mais après, voilà, comme Jean-René, il organise chaque semaine, tous les mercredis, des rendez-vous de pétanque avec ses amis israéliens et français, et lui fait l'effort de parler hébreu. Mais après, il faut se motiver pour parler hébreu et ne pas tomber dans le piège de la facilité en parlant sa langue maternelle. Alors, nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv et nous vous avons demandé à vous si vous considérez qu'il est important de connaître l'hébreu lorsque l'on est nouvel immigrant en Israël. Regardez. L'anglais n'est évidemment pas suffisant ici. Peu de gens ici parlent en anglais courant. C'est toujours utile quand même. C'est le langage que nous utilisons entre nous. Apparemment, vous parlez le français. Moi non. Je parle hébreu et vous non. Alors on utilise l'anglais. Mais si vous planifiez de venir ici, vous devriez apprendre l'hébreu pour votre bien. Cela ne me dérangerait pas, mais je trouverais ça bizarre que quelqu'un vienne dans le pays et n'apprenne ni l'anglais ni l'hébreu, même l'arabe qui est une langue officielle. C'est juste curieux, je trouve que quelqu'un n'essaie pas de communiquer avec les autres, et ce de manière générale. Oui, bien sûr, car vous vivez dans un pays, vous devez apprendre la langue pour parler avec les locaux et pour devenir une part de ce pays. Vous n'avez pas besoin de parler hébreu pour vous en sortir en Israël. Regardez, vous marchez maintenant dans la rue, vous interviewez des gens et vous réussissez à le faire en anglais, pas en hébreu. Cela serait bien mieux d'apprendre aussi l'hébreu. De cette façon, ils peuvent communiquer bien mieux avec les Israéliens. À moins que vous ne travailliez dans une entreprise où il n'y a que des Français, des Anglais ou des Américains. Alors on l'a vu, hein, les avis divers. Chérie Aslanov, je voyais rire pendant ce micro-trottoir. Pourquoi? Vous pensez que finalement l'anglais, c'est ça? Non. La solution? Pas du tout. Mais quand on fait un micro-trottoir à Tel Aviv, qui est une ville très mondialisée, forcément, il y aura quelqu'un qui dira « mais c'est très bien l'anglais ». C'est une manière de dire, vous savez, nous sommes un pays très très proche de New York. La distance entre New York et Tel Aviv n'est que de 11 heures. Et en fait, c'est beaucoup plus proche que la distance de 45 minutes de Tel Aviv à Jérusalem. J'aurais une autre remarque à faire. Pour appuyer l'opinion de ceux qui pensent qu'il faut apprendre l'hébreu, je dirais que quand un Israélien qui parle l'anglais et un Français qui parle l'anglais communiquent, l'anglais n'est la langue d'aucun des deux. Et quand, dans un dialogue, on parle une langue qui n'est la langue d'aucun des deux, il y a un appauvrissement, il y a une sorte de plateforme commune qui peut être très réduite, parfois un peu moins, et c'est en fait un anglais que je qualifierais de globish. Oui. En tout cas, quand on arrive en Israël, l'Ulpan a des solutions pour tout le monde. Il y a différents niveaux, c'est ça, Caroline? Expliquez-nous. Oui, alors on en répertorierait, il y en aurait 8, en tout cas sur Tel Aviv. On a le niveau Aleph qui est le niveau débutant, on apprend la conjugaison au présent. Ensuite, Aleph plus et Aleph plus plus, qui là, on s'attaque à la conjugaison au passé et au futur. Oui. Ensuite, on a le niveau Bet, où l'accent est mis sur la pratique orale de l'hébreu. Bet plus, qui est un renforcement des connaissances apprises en Bet. Oui. Et Gimel, où là, l'accent est mis sur la lecture, l'analyse de texte.
et en guimel plus également la grammaire. Sur le graphique à l'écran, dites-moi à Visan. On commence à se débrouiller à partir du Dalet, on va dire. À partir du Dalet. Mais dites-moi, vous trouvez que les Français, c'est des bons ou des mauvais élèves? Dites-nous franchement. Je pense qu'ils ne font pas assez d'efforts, je pense qu'ils ne sont pas suffisamment conscients, contrairement à d'autres populations, que le français est un atout quand on a de l'hébreu et de l'anglais, comme on l'a vu à travers ce reportage, que le français ne peut être qu'un plus, il peut en aucun cas. Et donc il faut faire un effort d'assiduité très important qui n'est pas fait par tout le monde. On a vu cette ulpan fréquentée beaucoup par des personnes du jeune troisième âge peut-être, mais nous savons qu'à Tel Aviv aujourd'hui, il y a énormément de familles avec enfants et c'est quadragénaires, quinquagénaires et même plus jeunes, nous les voyons beaucoup moins à l'ulpan parce qu'ils se contentent trop souvent de l'anglais en travaillant dans des sociétés internationales ou parfois ils gardent leur relation de travail purement francophone, et je crois que ça c'est un prix qu'ils paieront dans quelques années dans la communication avec leurs enfants, avec leur environnement, même si aujourd'hui à court terme ils pensent pouvoir se débrouiller seulement avec un mauvais anglais, un mauvais hébreu et un bon français, c'est un prix qu'ils ne doivent pas se permettre d'accepter de payer dans une société qui est ouverte et qui peut-être leur donne l'impression, comme l'a dit votre micro-trottoir, qu'on peut aujourd'hui se débrouiller avec des langues étrangères. L'hébreu est une partie de l'ALIA. L'ALIA n'est pas une simple délocalisation, c'est un vrai changement de vie. Et donc, adopter la langue du pays est fondamental, j'allais dire presque au niveau de la prise de conscience d'actes que vous avez fait en vivant en Israël. On va tout de suite retrouver Marianne pour une autre question téléspectateur. Oui, effectivement, c'est une question de Lara qui est née à Paris et qui a épousé un Israélien il y a quelques années. Ils habitent aujourd'hui en Israël et ils attendent leur premier enfant. La seule chose, c'est qu'ils s'inquiètent que l'enfant ne parlera pas assez bien le français. Du coup, ils se demandent quoi faire pour que l'enfant puisse parler le français parfaitement. Alors, le professionnel Cyril Aslanov, comment doit-on procéder? La mère est française. Oui. Et ça, c'est un atout exceptionnel, puisque la langue de la mère, c'est comme la judéité, ça passe. Et ça passe mieux. Parce que la mère est quand même la personne qui passe le plus clair de son temps avec l'enfant. Le père est par définition un absent qui parfois réapparaît, mais pour la conscience ou le subconscient d'un tout jeune enfant sur le point d'apprendre à parler, il est évident que c'est le rapport avec la mère qui est important. Et là, je recommanderais à cette jeune maman, future jeune maman, de ne pas renoncer à parler en français à son enfant parce que son hébreu n'est pas aussi bon que son français, donc il est absurde de parler à un enfant une langue qu'on ne maîtrise pas soi-même parfaitement. En tous les cas, Cyril, il y a beaucoup de jeunes adultes israéliens ici qui regrettent de ne pas pouvoir s'exprimer en français, alors qu'on parlait français à la maison, dans leur petite enfance. Par exemple, les familles issues du Maroc. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène de l'oubli? Il faut savoir une chose, c'est que la Aliyah marocaine depuis les années 50 n'était pas toujours francophone. Les gens qui venaient de l'Atlas, du Bled, étaient superficiellement francisés, puisque l'Alliance israélite universelle a commencé à scolariser les juifs du Bled, les juifs de l'Atlas, que très très tard. Si on parle maintenant des villes comme Casa, comme Rabat, c'est autre chose. Là, le français était très répandu. Et seulement, quand on parle de l'immigration nord-africaine en Israël, il faut comprendre une chose. Il y a eu un phénomène dans les années 50-60 qui visait à éradiquer chez tous les jeunes immigrants, les nouveaux immigrants, on voulait éradiquer la langue originaire. Pour les Juifs d'Afrique du Nord, parfois, il y avait plusieurs langues. Il y avait le français et le judéo-arabe. Et on peut dire que dans les conditions d'Israël, dans les années 50, 60 et même 70, la langue qu'on apportait avec soi du pays était vouée à la disparition à moyen terme. Maintenant, la Aliyah française actuelle est faite par des petits cousins de ceux qui sont venus dans les conditions difficiles des années 50-60, des petits-neveux. C'est une Aliyah beaucoup plus privilégiée, évidemment, qui arrive avec une langue qu'elle pense être une langue de prestige. Seulement, le paysage sociolinguistique israélien n'a pas encore intégré que le français peut être une langue de prestige. Il y a toujours, de façon latente, dans la bouche de tout Israélien un peu malveillant, cette manière de dire « Ah, tu es français, mais en fait quoi, tu es nord-africain. Tu es nord-africain. Tsafrokai. Atalot Tsarfati et Tsafrokai. Tu n'es pas français, tu es un jeu de mots avec français et nord-africain. » Et si vous voulez, c'est très difficile pour les nouveaux arrivants actuels qui viennent de France avec des diplômes, avec un capital, de faire comprendre qu'ils ne sont pas Tata Flecha qui vient du Mela. On en a entendu parler par notre grand-mère de Tata Flecha. Allez, on retrouve tout de suite Marianne pour une nouvelle question.
Oui, en effet, Valérie, nous avons reçu un message de Léa qui habite à Marseille et qui souhaiterait faire son alia. Mais la seule chose qui la retient, c'est la langue. Alors, elle a entendu dire qu'en Israël, beaucoup de Français travaillent dans le domaine de la téléphonie pour pouvoir rester dans leur environnement francophone. Mais elle se demande surtout s'il y a d'autres alternatives possibles lorsque l'on ne parle pas la langue et que l'on doit absolument travailler. Avez-vous des conseils à lui donner ? Alors, le premier conseil que je lui donnerais, effectivement, d'abord, c'est d'essayer d'apprendre l'hébreu avant de venir en Israël. Nous, l'association AMI, nous essayons de financer, de subventionner, de développer une première approche pour au moins que les gens prennent conscience avant de venir qu'ils vont devoir être confrontés au problème de l'hébreu. Et donc, en commençant à y toucher avant le départ de France, ça vous permet de rentrer dans le bain du fait qu'en Israël, vous allez devoir parler une nouvelle langue. Deuxièmement, effectivement, ce qu'elle dit, c'est vrai. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de mondialisation, de transnationalité, j'allais dire, où les frontières sont beaucoup moins marquées qu'elles l'étaient à une époque. Ça a changé quand même maintenant. On peut travailler ici en Israël, on peut travailler en France, on peut travailler aux États-Unis, on peut utiliser Internet. Il y a quand même beaucoup de possibilités. C'est un avantage au niveau professionnel, au niveau des opportunités de travail, au niveau, pour certains, de garder un certain niveau de vie, un environnement de travail et des choses qu'on sait faire et qu'on a l'habitude de faire, et donc d'être moins décalé. Mais deuxièmement, effectivement, on en revient au problème de la langue, au problème de l'intégration par la culture et par la langue, qui reste un handicap. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui plusieurs milliers d'immigrants qui sont arrivés ces 10 dernières années, qui ont trouvé à travers ce qu'on appelle le travail à distance des opportunités d'emploi pour beaucoup intéressantes, mais qui vont, je pense, avoir un prix à payer dans quelques années par un retard d'intégration linguistique. Donc, encore une fois, mon conseil est un peu facile, c'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez prendre ces opportunités de travail qui sont intéressantes, mais il faudrait en parallèle ne pas renoncer aux 6 premiers mois d'intégration à travers les étapes de l'intégration linguistique et de l'Ulpan, qui est vraiment tout à fait bien fait en Israël. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui en plateau, que le temps passe vite en votre compagnie. C'est vrai que l'ALIA, c'est pas une chose facile. Quand il y a une famille, en général, ça se passe pas bien pour tout le monde. On a tous des degrés différents. Et bien voilà, notre émission s'achève. Cyril, merci. Caroline, merci. Avi, merci d'être là aujourd'hui, chers téléspectateurs. Restez avec nous, car Midi Ensemble, ça continue. Merci aussi Marianne pour les questions téléspectateurs. Restez là.